Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, immersion pâtissière dans la cuisine à souvenirs. Nul doute que le concept de résonance fournit une métaphore parfaitement appropriée à la description des qualités relationnelles et un aiguillon puissant à l'étude des rapports au monde dans presque tous les domaines de la vie humaine. Les relations résonantes peuvent aussi se développer de façon processuelle dans des mouvements d'adaptation mutuelle que l'on peut comprendre comme un ajustement vibratoire réciproque. Ce dernier phénomène permet de distinguer deux aspects du processus de résonance que l'on pourrait qualifier de résonance synchrone et de résonance responsive. Deux corps réagissant, ou répondant aux impulsions vibratoires l'un de l'autre, résonance responsive, peuvent être amenés après un certain temps à vibrer à l'unisson, résonance synchrone. Or ces deux formes de résonance requièrent un médium capable de résonance, un espace de résonance accueillant qui permet, sans les imposer, les effets de résonance que nous venons de décrire. Esquisse et scènes de la vie quotidienne. Extrait du carnet de bord. Rituel de séparation numéro 3. Scène, cuisine attenante au réfectoire. Vendredi 23 mai 2014 à 9h30. Présent, Mohand adolescent 17 ans, Claude éducateur et moi-même. Comme à chaque fin de session, Claude, pâtissier avant d'être éducateur spécialisé, tient tout particulièrement à partager un moment en tronche-tronche, en face à face, avant le départ des adolescents. Cette scène qui pourrait être banale et propre à toutes les institutions, prend ici une profondeur particulière, dimension que perçoit l'éducateur sans fondamentalement en maîtriser les contours ou même pouvoir le formuler ainsi. Claude me dit : « C'est important pour le gamin mais c'est important pour moi aussi ce temps-là. Je sais qu'il se passe des trucs ici qui sont importants, mais je saurais pas te dire quoi précisément. Quant à Mohand, ce n'est pas une simple activité cuisine qu'il vit ici. Lui qui d'habitude est déconneur, tourne pratiquement tout en dérision, mais souvent certaines de ses actions en échec, restent plutôt à la périphérie de l'activité sans véritablement s'en saisir. Il est ce matin très sérieux, me fait-il remarquer. Une forme de solennité se perçoit dans cette parenthèse cuisinière, cercle enchanté peut-être. Dans ce huis clos ordinaire, il y a peu d'échanges verbaux. Claude distribue les tâches au fur et à mesure des avancées dans la préparation. Il ne s'accorde comme remarque que la suivante, qu'il répète jusqu'à 5 fois durant cette scène qui durera environ 2 heures. C'est pas du gâteau au yaourt ça, c'est pas du 4/4 garçon. C'est sérieux la pâtisserie, faut pas déconner avec ça. La pâtisserie c'est pas de la tarte, un Mohand, rire. Alors que le mélangeur arrive à son terme et au moment où la répartition de la pâte a été faite dans les moules, de la pâte sucrée reste toujours accrochée à la paroi de ces derniers. Comme à chaque fois et avant chaque activité, les consignes sont clairement énoncées par les éducateurs. Ce matin, Claude ne déroge pas à la règle et rappelle les fondamentaux en termes d'hygiène, du lavage de mains à l'utilisation et traitement du matériel. Étonnamment, même si ce n'est pas la première fois que cela se produit, Claude accepte que Mohand reliche le plat, lèche le plat. Claude donne son autorisation sans la donner. Chacun de ces deux acteurs sait à ce moment précis que l'action ne fait pas partie de l'espace autorisé et que c'est un interdit, mineur certes, qui sera de fait transgressé. Mohand ne se cache pas vraiment et sait que Claude l'observe en coin. Ce dernier garde un œil sur lui, sans s'appesantir et son attitude laisse transpirer une autorisation, mineure évidemment, qui encourage sans le faire l'adolescent à poursuivre son action. C'est donc avec application que Mohand poursuit sa tâche et à l'éducateur le mot suivant : « T'as vu le plat Claude, on dirait ta tête. » Il faut préciser que Claude est chauve, une manière peut-être détournée de lui accorder sa reconnaissance. Mohand donne ici l'attitude, les gestes, le comportement qui sied au moment solennel que cet instant représente. Cela s'est perçu dans le ton des échanges qui se transforment au fur et à mesure que nous avançons dans la matinée. Mohand n'interpelle plus Claude par son prénom, il se met à l'appeler chef. L'interpellation n'est pas empreinte de moquerie, elle participe plutôt du respect de la personne, de son grade, de son importance symbolique. Les questions sont professionnelles. Chef, je viens d'éplucher les fruits. Qu'est-ce que je fais avec ? Chef, répartition des morceaux de fruits terminés. J'ai le sentiment que le lien n'est plus le même, l'adolescent acceptant d'être désormais le subordonné volontaire d'un chef légitimé. Davantage encore, ce ne sont plus un adolescent et un adulte,
mais deux sujets respectueux l'un de l'autre qui œuvrent vers un même advenir. Claude donne à Mohand de l'importance qui convient à l'accompagnement d'un pâtissier de métier, une authentique place de commis de cuisine, et en même temps une autorisation de transgression. Cet échange qui emprunte à la théorie maussienne du don son essence et la réciprocité ses principes, donne à voir dans un premier temps la manière dont les formes contrebandières d'un échange s'expriment. Suite de la séquence. Début d'après-midi, dans la cour intérieure, je suis seule avec Claude. Question. J'ai trouvé marrant que tu laisses Mohand ce matin comme la dernière fois avec Théo, relitcher le plat. En fait, je trouve toujours surprenant le fait que t'arrêtes pas de poser tout un paquet de règles, et quand vient ce moment de nettoyer les plats, tu laisses systématiquement les gamins les relitcher. Pourquoi tu les laisses faire? Claude, rire, c'est pour économiser la flotte, rire. Non, sérieux. Pour moi, c'est important que les gamins repartent avec quelque chose. Quand je discute avec eux et que je leur demande de me raconter leurs souvenirs d'enfance, des histoires de mômes, tout ça c'est bizarre, hésitation. Enfin, j'ai l'impression qu'ils en ont pas. Ou pas beaucoup. Tu vois, c'est comme s'il y avait des trous dans leur sac à souvenirs. C'est bizarre. On a tous un truc à raconter de quand on était petit. Des trucs de famille, avec les potes, l'école et tout ça. Et eux, rien. Peut-être que c'est par pudeur qu'ils disent rien. Mais quand même. Même quand t'es en confiance, le gamin il a rien à te dire de ça et pour moi c'est grave. Moi, gamin, je crois que j'ai plus aimé lécher les plats que le gâteau fini. Je me souviens de tout, les odeurs, l'ambiance, c'est, comment dire, c'est de la musique dans le silence. Je sais pas si tu vois le truc, t'as pas grand chose qui se dit, mais c'est doux, c'est tranquille, c'est comme une bulle, tu vois, où t'as l'impression qu'il y a que ta mère et toi dans un machin où y a rien qui peut t'atteindre. Ça pour moi, c'est des moments qui valent de l'or. Et même à mon âge, c'est un truc que j'ai gardé. Eh ben, j'ai compris que mon boulot ici c'était peut-être qu'ils repartent avec des souvenirs, même des petits on s'en fout, mais qu'ils repartent avec quelque chose. Que quand ils vont pas bien ils se disent « Putain j'ai vécu un truc ou deux qui était vachement bien ». Je dis ça parce que moi je fonctionne comme ça, j'aime bien, pas toi? J'aime bien me replonger dans des moments sympas que t'as vécu et que tu peux te dire « La vie c'est pas que de la merde, ça c'était vachement bien, vraiment bien ». T'as des gamins ici, les seuls trucs dont ils te parlent c'est ou les conneries qu'ils ont faites, ou les trucs, violences tout ça qu'ils ont subi. Eh ben moi je me dis, on pourrait leur faire vivre des bons moments à ces mômes, histoire qu'ils repartent avec quelque chose et qu'ils soient pas obligés d'avoir que de la merde dans leur rétroviseur. Excuse-moi, mais c'est ça. Ils ont peut-être droit de vivre autre chose, non? Une atrophie de la boîte à souvenirs du sujet adolescent. C'est ainsi que Claude décrit ce qu'il considère être un des objectifs importants du travail éducatif en milieu contraint. La cuisine se métamorphoserait alors en laboratoire du sentiment et de l'émotion, en fabrique à souvenirs. Non, Claude ne fait pas des gâteaux ou que des gâteaux. Ou alors, et pour le dire métaphoriquement, avec l'adolescent, Claude fabrique des madeleines de Proust. Mohand doit repartir, comme tous les autres, avec son sac à madeleine, sac auquel il pourra se raccrocher lorsqu'il en éprouvera le besoin. Et si le milieu contraint permettait à l'adolescent de se poser, de s'apaiser? Pourrait-on alors imaginer des formes de contraintes qui seraient salvatrices? Le CEF peut-il se constituer comme atelier d'expérimentation et en même temps, de fabrique de bouts d'enfance ou d'adolescence? Et si à cet endroit, la restauration du sujet était au cœur du principe d'éducabilité? Ceci n'est pas sans me rappeler ce que Proust écrivait du souvenir et de sa Madeleine. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, ainsi,
Le chemin s'écarte des sentiers réflexifs que j'ai tant parcourus et qui me donnaient l'illusion que j'en connaissais toutes les pierres et les herbes folles. Et s'il s'agissait de penser autrement, de faire la chasse au poncif, à cette maudite expérience qui parfois me voile le regard, me masque l'essentiel. Et si j'acceptais définitivement cette posture risquée qui invite à l'oubli, jusqu'à m'étonner de mes propres étonnements. Extrait du carnet de bord. Vendredi 2 janvier 2015. Comment ai-je envie d'écrire sans trahir, être au plus près de la rigueur méthodologique, d'analyse mais également de restitution, donc d'écriture. En quelle langue ai-je envie d'écrire ? Et si je réalisais et rédigeais ce travail dans la même démarche que celle que j'ai choisie dans ce carnet de bord ? À partir d'observations parfois, souvent anodines, afin d'y découvrir leur part de secret, d'ombre, de questionnement, de profondeur, aller sous le tapis des situations. Et si je conservais cette part de poésie métaphorique que ces adolescents utilisent parfois par touche, pour déguiser ce qui les habite, les touche. Et si je conservais également cette même poésie métaphorique que des professionnels, non diplômés pour nombre d'eux, utilisent pour dialoguer autant avec les jeunes, entre eux, avec moi aussi. Faute d'avoir les expressions types que les référentiels de compétences des instituts de formation mobilisent, ils utilisent des images, des expressions à eux comme ils disent, parfois empruntées au métier qu'ils exerçaient précédemment, à leur lieu de vie, à je ne sais quoi d'ailleurs et qui deviennent leurs mots, à défaut d'être ceux du métier. Et si la communauté d'expression ou de verbes devenait un espace où adultes et adolescents pouvaient se reconnaître et se rencontrer. Ainsi commence cette aventure exploratoire suivie d'une recherche dans les centres éducatifs renforcés et les centres éducatifs fermés, depuis leur création en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ce périple n'a eu de cesse d'interroger sans relâche le hors-scène, les angles morts, les non-dits, les évidences, la trace, l'empreinte de l'insignifiant, tout ce qui apparaît futile aux kidam ou aux familiers, mais fondamental aux chercheurs. Au fond, durant ce long voyage, je n'ai été qu'un badaud professionnel, adoptant là une posture que Philippe Descola revendiquait. Il m'est arrivé de dire que l'anthropologue est un badaud professionnel, au sens où il transforme en un mode de connaissance une curiosité spontanée pour le spectacle du monde et pour l'observation de ses congénères qui est ancrée dans sa personnalité bien avant qu'il ne songe à embrasser ce métier. Lévi-Strauss disait à juste titre qu'avec les mathématiques et la musique, l'ethnographie est l'une des rares vocations authentiques. Dans mon cas, la curiosité ethnographique est probablement la conséquence d'une inadéquation tranquille à mon environnement, sentiment que Didier Héribon décrit si bien dans son Retour à Reims. Aussi, douter du caractère naturel des interactions, révéler ce qui s'écrit à l'encre sympathique entre deux êtres et participer à la traduction des petits mondes ordinaires, constitue la trame autant que la modeste ambition de cet ouvrage. Chapitre 1 : L'enfermement comme gestion du risque adolescent. Devant l'enfant, la décision judiciaire n'est valable que si elle exprime un acte de solidarité et d'amitié. Van Chazal. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. Charles de Gaulle, de février 1945, exposé des motifs de l'ordonnance de 1945. Harry ne procède pas de deux êtres, mais de 100 de 1000. Sa vie oscille, comme celle de chacun, non pas entre deux pôles comme par exemple l'instinct et l'esprit, ou le débauché et le saint, mais entre des milliers de contrastes, entre d'innombrables oppositions. L'homme n'est point capable de penser dans une grande mesure, et même le plus cultivé, le plus intelligent d'entre les humains ne voit le monde et surtout il se voit lui-même qu'à travers les lunettes de formules naïves, simplifiantes et falsificatrices. Car c'est, à ce qu'il paraît, un besoin inné et obligatoire de tous les êtres de se représenter leur moi comme une unité. Le juge qui est assis en face de l'assassin et le regarde dans les yeux, l'entend parler un instant de sa propre voix, de la voix du juge, et retrouve toutes les émotions, les facilités, les possibilités du criminel en son fort intérieur, mais un moment après, il redevient juge, rentre dans l'écorce de son moi illusoire, fait son devoir et condamne l'assassin à la peine de mort. Le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945 qui encore aujourd'hui régit le traitement judiciaire de la jeunesse dite délinquante, repose sur une devise : la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Ce qui se constitue ici comme la colonne vertébrale du droit des enfants érigé en doctrine
et se constituera progressivement en projet politique de la justice des mineurs. Révolutionnaire à l'époque, vient remplacer les entreprises d'orthopédie sociale pensées précédemment comme seules alternatives à l'éducation défaillante. La France faisait alors le choix de la promotion de l'éducation des enfants et de la séparation des genres. Privilégier la protection de l'enfant en l'éloignant du droit pénal des adultes. Cela fait plusieurs années que les projets politiques qui se succédaient, modifiaient de manière substantielle ou plus radicale, les principes du système judiciaire de traitement de la délinquance juvénile. Différentes procédures législatives, administratives, budgétaires ont progressivement bouleversé les modalités de gestion des mineurs délinquants, le code de procédure pénale dédié aux mineurs étant initialement voué à remplacer l'ordonnance pénale du 2 février 1945. Le 11 septembre 2019, la ministre de la Justice présentait en Conseil des ministres les grandes lignes de son projet d'ordonnance réformant la justice des mineurs, provoquant de vives réactions chez les magistrats et les syndicats d'éducateurs spécialisés. 3 mois plus tard, elle lançait une concertation autour de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, jugée obsolète. Ce texte, qualifié de millefeuille législatif par la garde des Sceaux, allait donc subir un toilettage, selon les mots de la chancellerie. Après avoir été préalablement soumis au Conseil d'État, qui avait alors rendu un avis non public, c'est finalement un code pénal pour mineurs qui est présenté en Conseil des ministres. Son entrée en vigueur est programmée pour l'automne 2020. Concernant les contenus de cette réforme et pour éviter un énième échec, Nicole Belloubet optait pour la rédaction d'ordonnances, évitant ainsi un vote de l'Assemblée. 3 principes en seraient la colonne vertébrale. L'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, avec l'instauration d'un principe de présomption d'irresponsabilité avant l'âge de 13 ans, seuil de déclenchement de la majorité pénale, une réduction des délais de jugement. Un premier jugement permettra de statuer sur la culpabilité d'un mineur dans des délais de 3 mois au maximum, et une seconde audience prononcera les sanctions ou les mesures éducatives. Une limitation de la détention provisoire des mineurs. L'incarcération de ces derniers, en attente de leur procès, ne sera désormais possible que dans certains cas. À ces orientations se rajoute un effort budgétaire qui sera principalement consacré à la création de 20 centres éducatifs fermés, déjà prévus dans la loi de programmation de la justice. Ce n'est pas la première fois qu'un garde des Sceaux s'attaque à la justice des mineurs. Parmi les derniers, Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas avaient esquissé quelques modifications sans réel aboutissement. Faut-il rappeler que depuis sa promulgation, pas moins de 39 modifications ont été apportées à l'ordonnance de 1945. Aussi, face à ce nouveau projet bien engagé, délai irréaliste, absence de moyens supplémentaires significatifs et surtout, crainte d'une primauté du répressif sur l'éducatif, figure au chapitre des réticences exprimées par de nombreux professionnels, magistrats, avocats, éducateurs spécialisés, etc. Nul doute que ce traitement politique fera trace, dans la mesure où il marque un tournant dans le traitement de la jeunesse dite délinquante. 1.1. Le fantôme des maisons de correction. 1.1. Une orientation vers le coercitif répressif. S'appuyant sur de nombreux travaux, les réformes précédentes de 1995 et 2012 ont eu pour objectif de gommer la spécificité du droit pénal des mineurs, rendant la législation complexe au point d'être sur certains aspects illisible. Indéniablement depuis les années 95, nombreux sont ceux qui estiment que la nouvelle délinquance juvénile appelle à durcir les réponses judiciaires, mais aussi éducatives, apportées aux jeunes en conflit avec la loi. On va déjà faciliter le recours à la prison en durcissant les textes, et en musclant les procédures. Juger vite, pour juger fort, devient le leitmotiv quitte à concevoir dans tous les sens du terme une prison qui soit réellement éducative. Il faut alors se doter de structures ayant a priori un projet éducatif autre que la simple mise à l'écart. Ce seront les établissements pénitentiaires pour mineurs, EPM, de la loi de programmation dite PERBEN de septembre 2002. Sur cet aspect, les réformes réclamées à corps et à cri par un certain nombre d'acteurs politiques ont été entendues, même si le terme refondation serait plus approprié, tant ce texte signé par Charles de Gaulle a subi à différents endroits de nombreuses transformations.
Rappelons que, comme promis en 2013 et avec l'accord du président de la République, Madame la garde des Sceaux Christiane Taubira avait mis en chantier la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945. L'idée initiale était de refonder la justice des mineurs dans l'esprit de ses initiateurs de 1912 à 1945, en redonnant la priorité à l'éducatif. Il n'en demeure pas moins, comme le soulignait la députée Christine Lazerge, que l'ordonnance du 2 février 1945 n'est qu'une particule de la politique criminelle et au-delà, de la politique sociale à conduire pour freiner la délinquance des mineurs. Étant entendu ici le fait que la réforme des textes n'est pas toujours source de transformation de la réalité et que les recompositions des textes juridiques ont parfois des conséquences stériles. En définitif, la reconsidération du texte fondateur, qui répond aux attendus du droit international et a été certifié par le Conseil constitutionnel, ne permet toujours pas d'endiguer ou de répondre aux mutations tant dans les formes et le fond de la délinquance des mineurs. 1.1.2. La question de l'enfermement. En miroir, la tendance à vouloir privilégier l'enfermement et la solution prison n'est pas récente. Michel Foucault, dans son célèbre ouvrage Surveiller et punir, décrivait déjà cette propension à vouloir généraliser ce type de solution. Dans l'absolu, une des lectures privilégiées de cet ouvrage s'attache à dégager un renversement de paradigme dans le sens où, si la prison tend à laisser des traces, ce n'est pas tant sur le corps du détenu que sur son âme. Par la discipline qu'elle inflige aux détenus, ce sont bien leurs âmes qu'elle vise et qu'elle entend contrôler et redresser. L'objectif de Foucault s'inscrit dans la suite logique de son Histoire de la folie, dont la force et la pertinence de l'analyse restent extraordinairement d'actualité. Un fait est caractéristique. Lorsqu'il est question de modifier le régime de l'emprisonnement, le blocage ne vient pas de la seule institution judiciaire. Ce qui résiste, ce n'est pas la prison sanction pénale, mais la prison avec toutes ses déterminations, liens et effets extrajudiciaires. C'est la prison relais dans un réseau général des disciplines et des surveillances, la prison telle qu'elle fonctionne dans un régime panoptique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être modifiée, ni qu'elle est une fois pour toutes indispensable à un type de société comme la nôtre. Ce qui est spécifié ici s'inscrit dans un débat toujours d'actualité qui met en tension nécessité et limites du système carcéral. Quelles que soient les formes d'enfermement, à travers la prison s'exprime clairement un choix sociétal et politique. De la même manière, la confusion est grande quand il s'agit de produire une analyse du choix de la privation des libertés et de l'enfermement. En cela, Jean-François Bert nous éclaire en nous alertant sur le fait que la prison n'est pas fille des lois mais de la norme. Elle ne sert qu'à une chose, créer de la délinquance qui en retour permet un contrôle de plus en plus profond des populations. Si cette institution a pu subsister jusqu'à nous, c'est parce qu'elle a été portée par un régime politique ayant pour but de rendre docile et utile l'accumulation des hommes. En d'autres termes, la prison résulte d'un choix. Elle n'a pas toujours existé et a par ailleurs été tout de suite considérée comme boiteuse, pour reprendre une autre expression de Foucault. Nul doute que lorsqu'elle concerne des adolescents mineurs, la question de l'enfermement et sa compatibilité avec une démarche éducative ne peut qu'être interrogée. Rappelons-nous simplement que lors de la mise en place des lois Perben, les éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse étaient plutôt réticents quant à la pertinence de leur contenu et dispositions. À cet égard, l'émergence des CER et CEF a été considérée par ces professionnels comme une reconvocation du répressif, du correctif, en termes de redressement et de correction des comportements et des trajectoires, en lieu et place de l'éducatif. Parce que les professionnels du secteur habilités, eux-mêmes empreints d'une culture du welfare state, ont manifesté une forte résistance à accepter et intégrer ces dispositifs, la majorité des centres éducatifs fermés ont été et sont gérés par les associations du secteur associatif habilité qui ont développé des projets, aménagé des structures afin de fournir une prise en charge qui intègre la dimension éducative. 1.1.3. Le fantôme des maisons de correction. Derrière ces établissements, c'est le fantôme des maisons de correction, qu'Alain Peyrefitte, alors garde des Sceaux, avait fermé en 1979 alors qu'elles étaient considérées comme des dépotoirs, qui se recomposaient. L'échec de ces structures parapénitentiaires était patent,
Loin de juguler la déviance des jeunes, ils fonctionnaient comme des accélérateurs de carrière délinquante. En 1974, le rapport commandé par le garde des Sceaux Jean Tétinger au président du tribunal pour enfants de Paris, M. Moline, conclut que les établissements fermés sont des échecs et des dépotoirs. Il ne faut pas regrouper les mineurs les plus difficiles dans un nombre limité d'établissements. L'action éducative pour les plus jeunes nécessite du temps, des zones de liberté, elle n'est pas conciliable avec le milieu fermé. Il préconise des établissements ouverts, des personnels mieux formés, des équipes pluridisciplinaires intégrant pleinement les psychologues ou les psychiatres, des commissions locales composées de magistrats, d'éducateurs, de psychiatres et de psychologues, afin de suivre et d'orienter les cas les plus difficiles. C'est en cela et pour, dans une certaine mesure, contrecarrer la perspective d'un retour à une telle philosophie de l'enfermement, comme seule réponse au traitement de la délinquance des mineurs, qu'un vœu pieux a été formulé, celui d'une justice plus réactive et davantage adaptée à différentes évolutions, notamment celles dégagées par l'évaluation et le questionnement des dispositifs en exercice. À cela s'ajoute le réexamen des questions de seuil d'âge de l'imputabilité pénale, ainsi que l'aspiration à rendre davantage lisible et intelligible la législation et les dispositifs de la loi. 1.1.4 De la figure menacée à la figure menaçante. De la figure menacée à la figure menaçante, de protéger l'enfance à se protéger de l'enfance, le pas semble être franchi, tant les propositions sécuritaires s'énoncent comme seules alternatives pour endiguer ce mal social qui frapperait le jeune délinquant. Ce dernier fait l'objet depuis les années 70 d'une attention particulière, les médias, les discours politiques, le sentiment d'insécurité permettant de manière conjuguée de le désigner comme un péril jeune. Comme le suggère Nicolas Salé, l'éducation du mineur coupable, issue du texte mythique de 1945, est restée, durant ce demi-siècle, le socle de la prise en charge judiciaire de ces troubles à l'ordre public dont les jeunes sont les moteurs, et ce malgré les critiques qui n'ont pas manqué concernant le fonctionnement de cette institution spécialisée. Les délinquants seraient donc aujourd'hui de plus en plus jeunes, beaucoup plus nombreux, essentiellement issus des classes paupérisées se féminisant. Les institutions dédiées à leur éducation ou rééducation devenant obsolètes, tant les modèles proposés ne permettant pas ou plus de réellement les socialiser. Quant à la justice, elle est constamment interpellée sur sa manière de traiter la délinquance des jeunes, jugée laxiste pour certains ou trop répressive pour d'autres, omettant de prendre en considération le fait qu'un adolescent qui commet des passages à l'acte délictueux demeure avant tout un enfant en danger, un enfant à protéger, un adolescent en souffrance. Le contexte a, de manière concomitante, évolué ces dernières années. Si nous considérons la manière dont est traitée juridiquement et pénalement la question des délinquances juvéniles, nul doute que ce qui peut s'assimiler à un virage punitif est réel. Tout particulièrement en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, le traitement ou maltraitement de la jeunesse délinquante juvénile devient la voie unique, la punition et l'enfermement se constituant comme la règle applicable à celles et ceux qui ont enfreint la loi. Depuis quelques années monte à travers l'Europe une de ces paniques morales capables, par son ampleur et sa virulence, d'infléchir les politiques étatiques et de redessiner la physionomie des sociétés qu'elle atteint. Son objet apparent, trop apparent justement, puisqu'il tente à envahir le débat public. La délinquance des jeunes, les violences urbaines, les désordres dont les quartiers sensibles seraient le creuset, et les incivilités dont leurs habitants seraient les premiers coupables. Autant de termes qu'il convient de garder entre guillemets, car leur signification est aussi floue que les phénomènes qu'ils sont supposés désigner, dont rien ne prouve qu'ils soient propres aux jeunes, à certains quartiers, et encore moins urbains. Ce que Loïc Vacan dénonce comme un basculement de l'État-providence vers l'État-pénitence semble être alimenté par des principes nouveaux. Insécurité, tolérance zéro, ordre moral, notions qui s'inscrivent dans un essaim de termes et de thèses venus des États-Unis et qui s'attachent à d'autres. Délinquance, violence, justice, banlieue, jeunes issus de l'immigration, etc. Un des constats qui s'impose est lié à la mise en tableau et en équation des faits et des causalités, démarche qui réduit et banalise ce qui, de facto, conduit à s'écarter de deux notions essentielles. Singularité des situations et complexité des acteurs et de leurs problématiques. 1.1.5 Coercition répressive et accent aigu d'éducabilité. Selon Vacan,
La banalisation de certaines analyses dissimule un enjeu qui n'a que peu à voir avec les problèmes auxquels il se réfère ostensiblement. La redéfinition des missions de l'État, qui partout se retire de l'arène économique et affirme la nécessité de réduire son rôle social et celle d'élargir en la durcissant son intervention pénale. Dans l'arsenal des mesures proposées et pour nombre d'entre elles, inspirées des États-Unis ou de l'Angleterre, suppression des allocations familiales perçues par les parents des mineurs délinquants, demande de durcissement des jugements prononcés par les juges pour enfants, développement en nombre des prisons pour mineurs, la majorité d'entre elles s'orientent vers le coercitif répressif. La question de l'éducabilité ne peut de fait qu'être présente à la périphérie de ces mesures, ce qui induit une banalisation du contrôle social conjuguée à une automatisation des orientations vers l'incarcération. En effet, ce n'est pas la question de l'éducabilité qui génère une banalisation du contrôle social, etc., mais le fait qu'elle soit devenue seulement périphérique. Même si le Conseil constitutionnel valide les mesures restrictives de la liberté, il rappelle toutefois les principes fondamentaux attachés à la justice des mineurs, considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du XX siècle. Il souligne ici ce qui caractérise une société moderne et civilisée au sens de Norbert Elias. Jean-Luc Ronget nous rappelle toutefois que la pénologie moderne a quelque peu fait reculer l'esprit de vengeance et la mise à l'écart des condamnés. Elle a introduit les notions de dissuasion, réhabilitation, de réinsertion et même de justice réparatrice par la restauration des liens entre l'auteur et la victime, et la société. Le caractère spécifique de la justice des mineurs demeure le soin éducatif qui est souligné dans les dispositions relatives à la création des centres éducatifs fermés, qui demeure le souci primordial avant et après l'exécution de la mesure. L'article 33 de l'ordonnance de 1945 stipule d'ailleurs à propos des CEF que, au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres, ainsi que la continuité du service. À l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. C'est en cela que ces structures se doivent de ressembler davantage à des établissements éducatifs d'hébergement des mineurs, au même titre que des maisons d'enfants à caractère social par exemple ou des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, qu'à des prisons, à la seule différence qu'ils sont habilités à ne recevoir que des jeunes relevant de l'application de l'ordonnance de 1945, donc ayant commis des passages à l'acte condamnés par la loi. 1.2. Finalité éducative et caractère subsidiaire de la peine. L'une des questions qui se pose est liée à la mise en tension de ces deux aspects. Dans le rapport remis à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice en 2009, résultat des travaux réalisés par la Commission de proposition de réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, le souhait d'œuvrer pour une justice pénale plus lisible est clairement affirmé. La volonté de tendre par des clarifications nécessaires vers une amélioration de la lisibilité formelle du droit pénal applicable aux mineurs se décline en plusieurs points. Les mots ayant une charge importante, la révision des termes vient consacrer un regard particulier sur la justice des mineurs. Ainsi, le nouveau code, intitulé Code de la justice pénale des mineurs, consacre le changement de terminologie, le tribunal pour enfants devenant le tribunal pour mineurs et le juge des enfants devenant le juge des mineurs. Tandis que le magistrat de la Cour d'appel délégué à la protection de l'enfance
devient le délégué à la protection des mineurs. Autre exemple, l'admonestation devient l'avertissement judiciaire et la remise à parents, la remise judiciaire à parents et ou aux personnes qui en ont la garde. Dans ce même mouvement, l'objectif éducatif reste présent, même si les réponses apportées par les juridictions concernées se doivent de sanctionner un comportement pénalement répréhensible. Il est fort intéressant de repérer le jeu sémantique au travail, notamment dans les propositions de la Commission, et plus particulièrement celui attaché à la suppression de l'appellation de mesures éducatives au pénal et à la distinction de deux catégories de réponses juridictionnelles, les sanctions éducatives et les peines. Ce souhait appelle à une alternative binaire en matière de réponse pénale, tout en affirmant la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs. Comme le met en relief cette commission, le Code de la justice pénale des mineurs s'ouvre sur une formulation liminaire des principes de droit pénal de fond et de procédure pénale consacrés par les textes internationaux et par le Conseil constitutionnel dans ses décisions, et qui pourrait être rédigé de la façon suivante, afin de concilier l'intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes. La responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en œuvre conformément aux dispositions du présent Code, dans le respect du principe d'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mises à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées. En dernier lieu et sur cet aspect, le rappel des principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la responsabilité pénale vise à affirmer un premier principe qui s'énonce par la primauté de l'éducatif dans ces deux branches. La finalité éducative de toute réponse pénale à l'encontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine. Cela permet d'éclairer l'équilibre subtil qui se doit d'être tenu et maintenu entre deux pôles, sanction et éducation. Concernant cet aspect, la France s'appuie sur l'expérience d'une législation et d'une pratique ancienne, expertise qui lui permet de figurer comme modèle parfois précurseur de modalités de traitement de la délinquance juvénile, qui ont d'ailleurs inspiré d'autres instances internationales. La conjugaison d'un modèle qui combine deux dispositifs complémentaires, protection judiciaire de l'enfance en danger et protection sociale de l'enfance en danger, lui permet de couvrir un périmètre étendu où la dimension protectionnelle est première. Ce cadrage juridique se précise notamment avec l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui élargira sur un plan civil le domaine de la justice des mineurs. Cette dernière vient en effet préciser les missions du juge des enfants en direction des mineurs en danger. Comme le soulignent messieurs Podbol, Choquet et Zoued, l'exposé des motifs de l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 précise que par un étonnant paradoxe, c'est lorsqu'il a commis un acte antisocial que l'enfant est le mieux protégé par l'intervention judiciaire. En effet, les moyens d'éducation mis par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à la disposition du juge des enfants sont refusés à de nombreux enfants que leurs conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes graves de l'inadaptation sociale. Le système français de la protection judiciaire de l'enfance s'appuie sur une spécialisation du droit applicable aux mineurs et se singularise en permettant au juge pour enfants d'officier par deux entrées, une compétence qui est étant au champ pénal pour ce qui est des délinquances juvéniles, et une autre au champ civil propre aux mineurs en danger, ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 et loi du 4 juin 1970. Cette double compétence du juge pour enfants s'inscrit dans une évolution sur plusieurs dizaines d'années du droit français, transformant ainsi la vie des mineurs et des jeunes majeurs au sein de leur environnement. C'est ainsi que se déclinent deux groupes de mineurs qui suscitent depuis une vigilance particulière et des réponses tout à la fois sociales et judiciaires. La part des mineurs qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales préoccupantes et la part des mineurs qui commettent des infractions. Ces deux catégories se constituent à la fois comme deux groupes distincts mais participant pour certaines des personnes qui les constituent, du principe des vases communicants, les unes nourrissant les autres et inversement. Il est vrai que la réflexion sur la délinquance et la récidive des mineurs a été marquée en France depuis un siècle et demi par une succession de textes de très grande ampleur.
la loi de 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, la loi de 1906 étendant le bénéfice de la minorité pénale, la loi du 22 juillet 1912 qui a introduit la spécialisation du juge et de la juridiction dédiée aux mineurs, ordonnance du 2 février 1945 qui a traduit l'impératif éducatif dans la pluralité des mesures appropriées dont les mesures contenantes, le développement des politiques de prévention concernant l'enfance et l'adolescence en danger à partir de ordonnance du 23 décembre 1958, la loi du 14 décembre 1964 qui créait le juge des tutelles pour lui confier des pouvoirs dans la protection des intérêts civils des mineurs, la loi sur l'autorité parentale du 4 juin 1970, les lois de ces dernières années sur la protection de l'enfance, sur la prévention de la délinquance, sur le jugement des mineurs. Même si Max Weber nous rappelle qu'un droit de juriste n'est jamais ou n'a jamais été conforme aux attentes de profane à moins qu'il ne renonce totalement au caractère formel qui lui est immanent, force est de convenir du fait que les rajouts, ajustements, modifications, apportés au texte original se sont tout à la fois révélés utiles en même temps que difficilement saisissables, notamment par les publics adolescents concernés. Les évolutions juridiques récentes, notamment la loi du 14 mars 2016, confirment l'orientation éducative menacée et maintenue, en dépit des nombreux appels politiques à répondre au passage à l'acte délictueux de l'adolescence délinquante par les aspects répressifs. Ainsi, cette loi renforce la mission de prévention dans le champ de la protection de l'enfance, en particulier avec l'inscription de mesures éducatives pénales dans le périmètre de la protection de l'enfance. Comme le souligne Anne Devrez, en organisant la remontée d'une partie des données d'activité de la protection judiciaire de la jeunesse PJJ, au civil et au pénal, vers l'Observatoire national de la protection de l'enfance, la loi du 14 mars 2016 vient confirmer les principes déjà formalisés dans les circulaires d'orientation récentes du ministère de la Justice qui identifient clairement le traitement de la délinquance des mineurs dans le champ de la protection de l'enfance. Les mesures éducatives prises dans le cadre de procédures pénales participent donc d'une ambition protectionnelle plus large, centrée sur la prise en compte de la spécificité des besoins et du développement de l'enfant et de l'adolescent. Cette évidente évolution de la philosophie appliquée à la protection de l'enfance vient questionner le sens et le périmètre de la justice des mineurs car, au-delà des aspects sémantiques, par le maintien notamment de l'expression justice de des mineurs à propos de la seule activité pénale du juge des enfants, elle rend trouble deux notions, judiciarisation et pénalisation. Ce mouvement est révélateur d'une difficulté centrale que certains professionnels identifient comme une nécessité, centrer les réponses sur la prise en compte effective des besoins de l'enfant. La loi du 14 mars 2016 impose, dans toutes les décisions concernant un enfant, une meilleure prise en compte de ses besoins. Aussi, penser la justice des mineurs à partir de la diversité des mesures judiciaires mobilisées pour les enfants permettrait sans doute de garantir davantage des liens et de cohérence entre le rôle central du ministère public au civil comme pénal. Quelles que soient les positions adoptées tant par les défenseurs que par les détracteurs de cette pierre angulaire que constitue l'ordonnance du 2 février 1945, elle demeure un objet central, une lunette à foyer multiple qui permet de légitimer ou non le traitement français de la jeunesse délinquante. Modifiée près d'une quarantaine de fois depuis sa promulgation, et près d'une vingtaine de fois depuis 1995, elle est devenue le symbole de un humanisme, d'un modèle de justice offrant une primauté à l'éducatif sur le répressif, à distance du principe de responsabilité qui se trouve au cœur du droit pénal classique et notamment de celui des adultes. Depuis une vingtaine d'années, quelques voix s'élèvent cependant pour souligner l'ambiguïté initiale d'un texte loin d'abolir, en réalité, toute référence à la responsabilité pénale. Ainsi fait-elle aujourd'hui l'objet d'usages fort divers, permettant de consacrer des principes fort différents en fonction des positions. De la primauté au commensalisme, allant jusqu'à l'abandon de l'éducatif pour un répressif plus ou moins humanisant et réinsérant. 1.2.1 De la protection à la responsabilisation. Nicolas Salé nous rappelle qu'en fixant le concept juridique de minorité, et en lui associant celui de discernement, ce dernier aurait en effet institué l'enfant comme sujet responsable. S'il était estimé qu'un mineur avait agi avec discernement, il était ainsi susceptible de condamnation pénale.
Cette approche s'oppose de fait avec le Code pénal de 1810, les condamnations pénales pouvant dès lors être atténuées et aménagées par notamment l'orientation vers les maisons de correction des mineurs concernés. La loi du 5 août 1850 concernant l'éducation et le patronage des jeunes détenus donne lieu au développement du système des colonies pénitentiaires. Rappelons toutefois que éducation surveillée, considérée comme l'expression d'une volonté de réforme de ces établissements, est à l'époque vivement remise en cause. Sur le plan du droit pénal, la loi de 1898 autorise le juge d'instruction à placer les jeunes auteurs de crimes et de délits dans des dispositifs alternatifs aux institutions d'enfermement correctionnel. Ce qui peut être considéré comme une avancée dans le traitement des actes délictueux commis par des adolescents, se poursuit sous des formes empruntées. Ainsi, les comités de défense des enfants traduits en justice se font les passeurs de l'expérience états-unienne des juvéniles courts, juridiction à juge unique destinée au traitement des jeunes délinquants plutôt qu'à leur punition. La première de ces juvéniles courts est ouverte à Chicago en 1899. Ce système est porté à la connaissance française par la voix et la plume d'Édouard Juliet, auteur d'une thèse en droit, soutenue en 1913 sur les tribunaux pour enfants. Après l'Angleterre en 1905, l'Allemagne et la Belgique en 1908, la France adopte par une loi du 12 juillet 1912 le principe d'une juridiction pénale spécifiquement réservée aux mineurs. Concernant les mineurs de 13 à 18 ans, la loi de 1912 reprend le principe du discernement déjà présent dans le Code pénal de 1810 et modifie certaines appellations. La chambre du tribunal de grande instance devenant pour exemple le tribunal pour enfants et adolescents. Nicolas Salé souligne par ailleurs que cette loi instaure également, pour ces mêmes mineurs, la possibilité de recourir à des mesures de liberté surveillée alternatives au placement en colonie pénitentiaire. Dans de tels cas, des délégués à la liberté surveillée, bénévoles choisis parmi les membres des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice ou des institutions charitables agréées par le tribunal, sont chargés de contrôler la liberté des mineurs remis à leurs parents. Ces dispositions juridiques liées tant à la loi de 1898 qu'à celle de 1912 ne sont en réalité que peu suivies, dans le sens où l'enfermement des jeunes délinquants en colonie pénitentiaire demeure un principe incarné durant quelques décennies, au moins pour la période de l'entre-deux-guerres qui donne lieu à une expérimentation des apostrophes. Une justice des mineurs, sans toutefois renoncer à la raison pénale qui la fonde, ouvrant ainsi la voie à un traitement socio-éducatif des déviances juvéniles. L'article 2 de l'ordonnance de 1945, tel qu'il apparaît initialement, s'énonce en ces termes. Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme qui sembleront appropriées. Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du Code pénal. Il pourra décider à l'égard des mineurs âgés de plus de 16 ans, et par une disposition spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante de minorité. Malgré cet énoncé qui s'entend comme une rupture avec les modèles de justice précédents, le caractère inachevé reste de mise, tant la distorsion est grande entre le préambule qui décrit l'esprit ou la philosophie de la loi et le texte qui demeure fidèle au droit classique. Cette approche à double focale, préambule et texte, permet à cette ordonnance sa longévité, l'interprétation conjuguant tout à la fois protection et éducation pour les jeunes délinquants tout en excluant point la condamnation pénale. Pour reprendre l'expression courante des années 1950, seuls les inéducables ou les cas résiduels, Bourquin 2007b, doivent faire l'objet de condamnation pénale. Les sciences criminelles et les institutions éducatives sont en mesure de prendre en charge la grande majorité des mineurs contrevenants, mais elles se déclarent encore incompétentes pour une minorité d'entre eux. Le juge doit alors prendre en priorité des mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation et de réforme, mais il a également la possibilité, s'il estime nécessaire, de décider à condamner à une peine le mineur de plus de 13 ans. Ces questions de seuil qui restent complexes, ne serait-ce qu'au regard de cette notion de développement qui est somme toute relative, renvoient à la singularité des concernés.
Le seuil d'âge n'est pas toujours en phase avec celui de la maturation ou du développement. De fait, la prise en compte de la notion de minorité qui se caractérise par celle de l'inachèvement, notamment du développement, ne peut que rendre centrale la place de l'éducation et de la protection de ces mineurs dans les réponses que le législateur mobilise en réponse aux actes délinquants de ces derniers. Ces éléments conduisent Michel Bodbol et Luc-Henri Choquet à soutenir le fait que, dans ce contexte, la place de la sanction et de la contrainte a fait l'objet de débats très vifs qui ont conduit de nombreux auteurs à considérer qu'ils étaient incompatibles avec l'éducation comme avec le soin, qui ne pouvaient jamais en bénéficier. Ce point de vue tend à se modifier depuis quelques années, tant dans le domaine de la pédagogie que dans celui de la psychiatrie. Sur la base de nombreux exemples cliniques et pédagogiques, on tend à considérer aujourd'hui que la sanction comme la contrainte peuvent être un outil de l'éducation comme du soin, le débat se portant plutôt sur les conditions permettant de rendre éducatifs ou soignants des dispositifs contraignants. Ceci nous permet de souligner une dimension essentielle de l'ordonnance de 1945, attenant aux réponses pénales que le législateur se doit d'apporter aux actes délictueux des mineurs, en précisant notamment les adaptations et aménagements possibles au regard de leur âge et de cette primauté de l'éducatif sur le répressif. L'incarcération des mineurs et la prise en compte des conditions de cette dernière, modalités, limites dans la durée, circonstances qui la justifient, etc., font donc partie intégrante de l'arsenal juridique qui concerne les mineurs qui délinquent. Il n'y aurait de fait aucune contradiction entre ces trois figures que seraient l'irresponsabilité pénale, la primauté de l'éducatif et le choix répressif. Dans cette triangulation des réponses juridiques et pénales se formalisent donc des moyens, des outils, des projets qui ont souvent pour objectif le traitement des formes de souffrance qui s'expriment par des passages à l'acte délictueux. 1.2.2 Gestion nouvelle de la contrainte et de l'enfermement. Il semblerait qu'à chaque fois que, au présent, une difficulté se constitue et qu'un problème soit reconnu comme tel dans l'arène sociale, le passé soit convoqué et réinventé. Le recours aux supposées recettes conduit inexorablement à réinventer l'existant, jusqu'à parfois redonner vie à des approches éduco-punitives d'antan. Comment, dans ces conditions, ne pas tomber dans le piège de dispositifs qui auraient prétendument fait leurs preuves et dont la France aurait aujourd'hui tant besoin? Comment éviter l'écueil des colonies agricoles et autres dispositifs qui étaient décrits comme précurseurs et humanisés? D'ailleurs, qu'en était-il? Vers les années 1820-1824, la France reconnaît un problème récurrent et distinct de celui des adultes, identifié comme phénomène de délinquance juvénile, et désigné par différentes expressions. Enfance vicieuse, enfance présentant un danger, enfance menaçante. Ces premiers frémissements s'affirment réellement dans les années 30. Les enfants, bienvenue dans notre colonie paternelle, une vie nouvelle commence pour vous. Et quel que soit le poids de vos méfaits, je sais que certains d'entre vous en tirent des charrettes entières de méfaits. Eh bien, je dis que vous serez traités tous également, pour pouvoir vivre heureux. Oui, je dis bien heureux. C'est ainsi que le directeur de la colonie agricole de Mettray accueillait les jeunes vers 1840, au moment où débutait le grand mouvement des colonies pénitentiaires. Ces colonies ont survécu jusqu'en 1937 non pas parce qu'elles étaient humaines, mais parce qu'elles pouvaient afficher un taux de récidive relativement faible. Cela tend à nous rappeler que toute réforme pénale ne peut être vendue à l'opinion que si elle promet une amélioration de ce taux. Derrière les mots de bienvenue se niche une autre réalité, plus en phase avec la notion de maltraitance. D'anciens pensionnaires qui étaient les contemporains de Jean Genet ont pu témoigner des conditions d'accueil et de vie à Mettray à la fin des années 20, à l'image des messieurs Léger et Vanaquet. C'était pas rébarbatif quand on arrivait à Mettray. Vous auriez dit un camp de vacances, vu de l'extérieur comme ça. C'était marqué au-dessus « Colonie agricole de Mettray ». Et à Mettray soi-disant qu'on allait à l'école, c'est faux. En arrivant, on m'a fait déshabiller, nu. Il était environ peut-être 11h, 11h30, jusqu'à 16h je suis resté là, à attendre tout nu. Au mois de novembre, vous pensez s'il faisait froid. Et vers 16h il est venu un gardien qui a ouvert ma cellule, et il m'a fait rentrer dans une autre cellule, où il y avait un détenu qui était puni. Et là il lui a donné l'ordre de me couper les cheveux.
Et là ils ont commencé à m'habiller avec un pantalon de treillis à rayures et une blouse bleue, et des sabots. Et de là je suis sortie de la cellule et on m'a désigné la famille où je devais aller, la famille A, c'est comme une compagnie, comme à l'armée quoi. L'histoire de ces établissements correctionnels français, du XIXe siècle aux années 1970, ne peut qu'être saisie par un ensemble de composantes qui auraient trait tant à la rudesse des conditions d'existence des jeunes détenus qui y séjournent qu'à une forme de léthargie, de sclérose qui règne dans ces établissements, et plus largement dans l'ensemble du secteur de l'enfance sous main de justice. Les mots inertie, stagnation, paralysie sont ceux qui sied le mieux à l'atmosphère et à la rythmique de ces établissements. La philosophie corrective et les techniques coercitives qui y sont développées, en phase avec la dimension orthopédique sociale que Michel Foucault décrit, resteront de mise jusqu'à la fermeture de ces structures. Elles semblent d'ailleurs avoir imprimé leurs marques et leurs essences dans des établissements et des dispositifs proches du présent. En effet, leur propension à échapper aux mutations sociétales, aux évolutions de la justice des mineurs, mais aussi à l'avènement de la psychologie de l'enfance, traduit la force invisible qui a agité ce secteur jusqu'à nos jours. Ces modèles d'éducation de la jeunesse dite délinquante qui s'articulent autour de 3 piliers, morale, religion et profession, conjugués à l'emprisonnement cellulaire total ou alterné, vie en communauté de jour et cellules de nuit, vont progressivement être abandonnés. De fait, la prise en charge éducative, au sens où on l'entend aujourd'hui, ne forme ni l'horizon ni la grammaire de ces modèles de prise en charge. Il a fallu attendre les modifications législatives de l'ordonnance de 1945, la naissance d'une administration porteuse de réformes, l'éducation surveillée qui se sépare de l'administration pénitentiaire, et la volonté du corps politique tout entier pour refonder de nouveaux modèles. L'héritage est cependant lourd, le poids de l'éducation contrainte pesant encore très fortement dans certaines structures. Quelques centres éducatifs renforcés ou fermés en portent parfois les stigmates, plus particulièrement dans leur appréhension de l'équation éduquer et contraindre, empruntant parfois et sans en avoir réellement conscience, les principes d'un enfermement éducatif plutôt qu'un accompagnement éducatif. En ce sens, gérer le poids du passé en assumant pour héritage les établissements anciens suppose de conscientiser le poids des murs pénitentiaires qui habitent les inconscients collectifs, tant chez les professionnels, des gestionnaires aux intervenants que chez les politiques. Ceci fait écho à une réponse apportée à la question « Pourquoi mettrait ?» Parce que c'est la forme disciplinaire à l'état le plus intense, le modèle où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement. Il y a là du cloître, de la prison, du collège, du régiment. Foucault 1975 page 300. 1.2.3. Les mettre au vert et les garder à l'œil. Un des éléments qui fait la jonction entre nos centres éducatifs fermés du début du XXIe et les colonies agricoles, bien plus grandes certes, concerne la mise au vert, ou pour le formuler autrement, l'évacuation du danger vers les campagnes. Un nombre conséquent de CEF est installé loin des villes, au cœur de parcs, de grandes bâtisses, d'anciens centres d'équitation, etc. Autant de configurations qui rappellent un choix, celui de traiter la jeunesse des villes près des champs, la rupture avec l'environnement d'origine de cette dernière, le souci de désorienter pour réinscrire dans une trajectoire nouvelle des adolescents qui dévient ou dévissent. Un autre élément est attaché à la volonté d'accompagner, d'éduquer dans la proximité, dans le partage d'une condition, d'éprouver le quotidien par une mise en présence du schème adulte-enfant. Dans le projet initial de Maîtret, les professionnels se devaient d'être proches des détenus, les côtoyer, créer un lien entre l'adulte et l'enfant. Ils devaient certainement aspirer à être une lessiveuse émotionnelle. La réalité a fait de cette institution une broyeuse émotionnelle. Plutôt que de tendre à une hybridation des systèmes, Maîtret ne fut qu'une prison qui ne s'assumait pas. Foucault en parle comme d'un système bancal. Maîtret est une prison, mais boiteuse. Prison puisqu'on y détenait des jeunes délinquants condamnés par les tribunaux, et pourtant un peu autre chose puisqu'on y enfermait des mineurs qui avaient été inculpés mais acquittés en vertu de l'article 66 du Code et des pensionnaires retenus comme au XVIIe siècle au titre de la correction paternelle. Maîtret, modèle punitif, est à la limite de la pénalité stricte. Elle a été la plus célèbre de toute une série d'institutions qui, bien au-delà des frontières du droit criminel, ont constitué ce qu'on pourrait appeler l'archipel carcéral.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.